partie de cours, on va étudier les opérations de symétrie des figures périodiques infinies. Comme on dit infini, ça veut dire ça concerne les opérations de symétrie dans tout le réseau. Un cristal donc est considéré comme une figure périodique infinie. De ce fait, il comporte une infinité d'éléments de symétrie qui forment un groupe. Cette fois-ci, puisqu'on est dans le cas des figures infinies, le groupe de symétrie va s'appeler le groupe d'espace ou groupe spatial. Définissons maintenant les éléments de symétrie des figures infinies. On va commencer par l'axe hélicoïdal. Un axe hélicoïdal sera noté NP. Il combine deux opérations de symétrie. Une rotation de 2π sur N autour d'un axe direct N parallèle à OZ ou bien parfois parallèle à OY ou parallèle à OX. Cette opération de symétrie de rotation sera suivie d'une translation de 2π de PC sur N. Si l'axe est parallèle à OZ, ou de PB sur N si l'axe est parallèle à B, ou de PA sur N si l'axe est parallèle à OX. Donc, la translation sera de PC sur N parallèlement à l'axe C dans le cas où l'axe NP est parallèle à OZ. Il existe donc 11 axes hélicoïdaux NP. Le tableau ici résume ces 11 axes hélicoïdaux NP avec leur symbolisation correspondante. Sur cette diapositive, on va voir l'exemple de l'axe de rotation de 1 parallèle à OZ. L'opération de symétrie correspondante est une rotation de 180 degrés autour de l'axe OZ suivie d'une translation de C sur 2. On va marquer les positions Z égale à 0, Z égale à 1,5, Z égale à 1 qui vont nous servir pour repérer l'évolution de l'opération de symétrie. En effet, on va prendre ici un atome objet A pris à la position Z. On va réaliser une rotation de 180 degrés et on va obtenir ici une position intermédiaire, qui n'est pas d'ailleurs la position finale. On va ensuite réaliser une translation de A sur 2 pour arriver au point image A à la cote Z plus 1,5. L'image A subit une rotation, une deuxième rotation autour de l'axe OZ de 180 degrés pour obtenir ici une nouvelle position intermédiaire suivie d'une translation de C sur 2 pour arriver en finale à la position initiale A, c'est-à-dire la position de l'atome objet, à Z plus 1. À droite, on a représenté cette opération de symétrie en 3 dimensions. L'exemple suivant, c'est l'exemple de l'axe de rotation hélicoïdale 3,1, pris parallèle aussi à OZ, qui va correspondre à une rotation de 2π sur 3 autour de l'axe OZ, suivi d'une translation de C sur 3. Traçons maintenant l'axe 3. Ensuite, on va prendre ici, comme tout à l'heure, un point quelconque,
un point correspondant à l'atome objet A, et on va réaliser la rotation de 2π sur 3 pour arriver ici à une position intermédiaire qu'on va faire suivre une translation de combien? De C sur 3. Alors on obtient le point image 1 ici. Ensuite, on réalise une deuxième rotation de 2π sur 3 pour arriver à la deuxième position intermédiaire qu'on va lui faire suivre une translation de C sur 3 pour arriver au point image 2A qui est un autre point, un deuxième point équivalent, différent du premier point équivalent ici, et différent du point atome-objet. Ensuite, on réalise une troisième rotation de 2π sur 3 et on arrive à une position intermédiaire qu'on va suivie bien sûr d'une translation de C sur 3. Et enfin, on arrive ici à la première position disons initiale correspondant à l'atome-objet. Donc au final, on obtient 2 points images correspondant à 2 points équivalents. On va maintenant définir les plans de glissement. Il y a deux types de plans de glissement. Il y a les plans de glissement axiaux et les plans de glissement diagonaux. Concernant le plan de glissement axial, par définition, c'est un plan qui est noté A ou B ou C et qui est le résultat de deux opérations de symétrie. La première, c'est une réflexion par rapport à un miroir M parallèle à la direction A si le plan de glissement est A, parallèle à B si le plan de glissement est B, parallèle à C si le plan de glissement est C, suivi d'une translation de A sur 2 si le plan de glissement est A, ou bien suivi d'une translation de B sur 2 si le plan de glissement est B, ou suivi d'une translation de C sur 2 si le plan de glissement est C. Et bien sûr, cette translation va être parallèle au miroir M. Le plan de glissement diagonal est par définition noté d'abord N. Il correspond à une réflexion par rapport à un miroir parallèle à A et B en même temps, ou bien à B et C, ou bien à A et C, suivi d'une translation de A sur 2 plus B sur 2, si le plan diagonal N est parallèle à A et B, ou de B sur 2 plus C sur 2, si le plan de glissement N est parallèle à B et C, ou une translation de A sur 2 plus C sur 2, si le plan de glissement N est parallèle à A et C. Bien sûr, cette translation, elle est parallèle au miroir M. Les plans de glissement A, B, C et N sont donc, ils vont être représentés graphiquement par des graphiques tels que des traits continus ou discontinus comportant parfois des flèches et fixant ainsi le type de plan comme le montre le tableau suivant. Cette diapositive montre la représentation graphique des symboles des plans de glissement. Pour le plan translatoire axial, s'il s'agit de A ou B, il va être représenté par des tirets s'il est normal au plan de la figure, comme ceci. Il va être représenté comme ceci avec une flèche dans la direction A ou bien une flèche dans la direction B quand le plan est parallèle au plan de la figure. Si le plan est un plan C, il va être représenté par des pointillés. Maintenant, pour le plan diagonal, de glissement diagonal, il va être représenté par tiret, point, dans le cas où le plan est normal à la figure. Sur cette diapositive, on va représenter
l'exemple du plan de glissement A perpendiculaire au plan X ou Y. Pour cela, on va commencer d'abord par représenter la projection de la maille sur le plan X ou Y. Ensuite, on va prendre un point de position générale X, Y, Z qui n'est pas confondu avec l'origine. Ensuite, on va représenter graphiquement par le symbole des petits tirets correspondant au plan de glissement A. Et on va commencer d'abord à réaliser la réflexion de ce point par rapport à ce plan. Et on va obtenir ici une position intermédiaire qui va être suivie par une translation de A sur 2 pour obtenir un point équivalent ici. Donc, ceci aussi est réalisé pour ce point-là. Il est de même réalisé pour ce point-là et ce point-là, mais leurs points équivalents ou bien leur image vont être situés dans la projection de la maille du dessous. Remarquons ici que ces points équivalents qui sont obtenus génèrent aussi un plan de glissement à une demi-période de B. On va représenter maintenant un deuxième exemple concernant la représentation d'un plan de glissement oblique N parallèle au plan Y ou Z. Ça veut dire qu'il va être perpendiculaire à la direction A. Donc on va prendre comme position générale X, Y, Z et on va réaliser l'opération de symétrie plan de glissement N. Pour cela, on va d'abord réaliser une réflexion par rapport à ce plan-là, qu'on va représenter par tiret, point, tiret, correspondant au plan N. Donc, la réflexion va donner un point intermédiaire ici, et puis il va être suivi par une translation de B sur 2 parallèlement à l'axe B, suivi d'une deuxième translation de C sur 2 parallèlement à l'axe C. Comme ça, on va obtenir cette position représentée par croix 1,5 plus. Le 1,5 veut dire que ce point équivalent, il est à la cote 1,5. Donc, ce compte fait, on remarque que ce plan de glissement N, il est répété à une période, à la demi-période, à chaque demi-période, comme ceci. Il est là, et puis on le retrouve ici. On va maintenant définir le groupe d'espace. L'ensemble des opérations de symétrie ponctuelles plus la translation qu'admet un cristal qui forme un groupe d'espace. Il existe donc 230 manières de combiner les axes de rotation et les miroirs et réseaux de Bravais, bien sûr les modes de réseau de Bravais je veux dire, donc ce qui va conduire à 230 groupes d'espace. Voyons maintenant comment le groupe d'espace est noté. La notation générale est la suivante. X A1 sur P1, A2 sur P2, A3 sur P3. Le X représente le symbole du mode de réseau de Bravais. A1, A2 et A3 sont des axes directs, des axes d'inversion ou des axes hélicoïdaux qui vont être parallèles aux axes cristallographiques. Donc, notons ici que les axes sont en général parallèles aux axes cristallographiques. P1
P2 et P3, ce sont des plans de symétrie directs au plan de glissement perpendiculaires aux axes de symétrie mentionnés auparavant. Sur ce tableau, on a regroupé les directions de symétrie en fonction de chaque système cristallin et en fonction, bien sûr, de la position dans le groupe d'espace. Notons par exemple pour l'orthorhombique, le premier axe il est parallèle à A, le deuxième axe il est parallèle à B, le troisième axe il est parallèle à C. Par contre, pour le quadratique, le premier axe il est parallèle à C. Le deuxième axe il est parallèle soit à A, soit à B. Et le troisième axe il est diagonal entre A et B, ou bien A et moins B. L'exemple suivant est celui du groupe d'espace P de 1 sur C. Alors, pour répondre à la question de quel mode de réseau il s'agit, il suffit de transformer ce groupe d'espace en groupe ponctuel de symétrie. Donc, le groupe ponctuel de symétrie correspondant, comme on a vu déjà, c'est 2 sur M. Alors, 2 sur M, on sait très bien que c'est un groupe ponctuel correspondant au système monoclinique. Alors, le réseau de Bravais, c'est le réseau primitif, comme le montre la lettre P. Il y a un axe hélicoïdal parallèle à B, parce qu'on sait déjà que l'axe direct 2, il est parallèle à B dans le système monoclinique. Le plan de glissement C, c'est un plan perpendiculaire à B. Pourquoi à B? Parce que, comme on vient de le voir sur la diapo précédente, que pour le monoclinique, en ce qui concerne la deuxième position, qui est normalement la première position, c'est que l'axe est dirigé selon B. Et comme l'axe est perpendiculaire à C, donc B va être perpendiculaire à C. Dans cet exemple du groupe d'espace PNMA, on peut constater qu'il y a 3 plans NMA qui sont perpendiculaires aux 3 directions cristallographiques A, B et C. Ceci n'existe que pour le système orthorhombique. Donc le système est orthorhombique. Le réseau de Bravais, c'est la première lettre. Ici, c'est le primitif. Le plan de glissement N, c'est un plan qui va être perpendiculaire à A. Le plan de glissement, le plan de réflexion M, il est perpendiculaire à B, alors que le plan de glissement A, il est perpendiculaire à la troisième direction C. On va voir maintenant comment passer du groupe ponctuel au groupe d'espace. Pour cela, on va remplacer dans le groupe ponctuel les symboles des axes et des miroirs par les symboles correspondant aux éléments de symétrie translatoires existant dans le groupe d'espace considéré. Par exemple, le groupe ponctuel quadratique 4 sur MMM peut se transformer en groupe d'espace comme ceci. Ou bien le groupe ponctuel orthorhombique MM2 peut correspondre au groupe d'espace MM2, etc. Réciproquement, si on veut passer du groupe d'espace au groupe ponctuel, il suffit de revenir en arrière, c'est-à-dire on supprime la lettre du mode de réseau et on remplace les axes hélicoïdaux par ceux de rotation directe et les miroirs de glissement par des miroirs M tout simplement. Exemple, ici, le groupe d'espace IBA2, donc on supprime le I d'abord, et le B va devenir M, le A va devenir M, et le 2 va rester 1, 2. Le deuxième exemple, groupe d'espace P4, 2 sur MCM. Donc le P, on va le faire disparaître. Et puis le 4, 2 va devenir 4. Le M va rester M. Le C va devenir M, et le M va rester M. Il y a 73 groupes symmorphiques. Ces groupes, ce sont des groupes d'espace les plus simples qu'on obtient en combinant un symbole du mode de réseau de Bravais avec les groupes ponctuels correspondants. Par exemple, pour le monoclinique,
On sait très bien qu'il y a le mode de réseau P et le mode de réseau C. Il y a les éléments de symétrie correspondants sont 2M et 2 sur M. En combinant ces modes de réseau avec les groupes ponctuels, on obtient comme groupe d'espace symmorphique P2, PM, P2 sur M et C2, CM, C2 sur M. Alors ce tableau regroupe les systèmes cristallins et les réseaux de Bravais correspondants et les groupes ponctuels correspondants. Et tout à fait à droite, on a la liste des groupes symmorphiques. Pour représenter graphiquement les groupes d'espace, il suffit de représenter des positions équivalentes sur une projection côté de la maille sous forme de parallélogramme de côté A et B. Ce parallélogramme peut être un rectangle, un carré ou un losange, selon bien sûr le système étudié. En connaissant le groupe d'espace, ceci nous permettra de construire la répartition des atomes ou bien des positions équivalentes à l'intérieur d'une maille élémentaire. Si donc un atome est situé dans une position générale de coordonnées x, y, z dans la maille, les opérations de symétrie du groupe spatial lui feront correspondre à des atomes identiques à l'intérieur de la maille. L'ensemble de ces points constitue ce qu'on appelle les positions équivalentes ou bien positions de Wyckoff. On dit qu'un atome est en position générale si son centre de gravité se trouve en dehors de tout élément de symétrie sans glissement, c'est-à-dire que son centre de gravité n'est pas confondu avec aucun élément de symétrie. On va maintenant voir comment dénombrer le nombre de positions équivalentes générales. Alors, pour le mode P, le nombre de positions générales, équivalentes générales, est marqué S. Pour les modes A, I, P et C, ce nombre de positions équivalentes générales est multiplié par 2, c'est-à-dire est égal à 2 fois le nombre de positions équivalentes correspondant au mode P. Pour le mode F, il est multiplié par 4. Par exemple, pour l'orthorhombique, ou bien pour les groupes d'espace correspondant à l'orthorhombique, le nombre de positions équivalentes générales pour le mode P, c'est-à-dire S, est égal à 8. Ceci nous amène à dire, ou bien à calculer, le nombre de positions équivalentes pour le groupe CMMM va être égal à 16. Pourquoi? Parce que on a vu que pour le mode C, ce nombre de positions équivalentes est égal à 2 fois le nombre de positions équivalentes que pour le P, c'est-à-dire 2 fois 8 égale à 16. Ainsi de suite pour le mode IMMM, donc toujours 16, c'est-à-dire 2 fois 8, ça fait 16. Et enfin, pour le F, c'est 32. Pourquoi? Parce que pour le F, on a vu que c'est 4 fois. Donc 4 fois 8, ça fait 32. Dans cet exercice, on va essayer de retrouver le mode de réseau et le groupe d'espace à partir des positions équivalentes suivantes. X, Y, Z, X, Y bar, Z. Alors pour cela, on va représenter le point ici de coordonnées X, Y, Z et le point de coordonnées X, Y bar, Z. Comme ceci. Ensuite, on va représenter tous les points du réseau par périodicité. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que tous les points ici sont symétriques par rapport à un miroir, ici, parallèle à A et perpendiculaire à B. On va le schématiser comme
ceci. Alors, pour répondre à la question de l'exercice, le mode de réseau est primitif. Le système est monoclinique du moment qu'on a un seul miroir perpendiculaire à la direction B. Donc, le groupe ponctuel de symétrie est M du moment qu'on a un seul miroir. Donc, le groupe d'espace est. Dans cet exemple, on va montrer comment retrouver le mode de réseau, le groupe d'espace, les positions équivalentes, à partir de la projection suivante. Donc, ici, sur la projection de la maille sur le plan X ou Y, on peut aisément lire les coordonnées des positions équivalentes qui sont ainsi. Pour déterminer le mode de réseau, il faut dire que les positions sont réparties en deux groupes. Et le passage d'un groupe à l'autre va s'effectuer par la translation 0, 1,5, 1,5. Donc le mode de réseau, comme on peut déjà le constater sur la projection, c'est A. Donc on a ici une position à Z égale à 1,5, ça veut dire que le mode de réseau est A. Ceci dit, on va maintenant déterminer et chercher tous les éléments de symétrie relatifs à cette projection. Tout d'abord, on constate la présence d'un miroir M parallèle à A et perpendiculaire à B et qui se répète à chaque demi-période. Il y a aussi un deuxième plan miroir M parallèle à B et perpendiculaire à A et qui se répète à chaque demi-période. Il y a aussi un axe d'ordre 2 parallèle à OZ et qui se répète à chaque demi-période. Alors, au final, on peut conclure que on a affaire ici à un groupe ponctuel de symétrie MM2, du moment qu'on a un miroir parallèle à A, un miroir parallèle à B, et puis un axe 2 parallèle à l'axe OZ. Ce qui va nous conduire à dire que le groupe d'espace, c'est d'abord le mode de réseau qu'on a trouvé tout à l'heure, qui est A. Donc le groupe d'espace, ça va être A, M, M2. Alors, cette symétrie correspond vraisemblablement au système orthorhombique. Aussi, on peut constater qu'il y a des éléments de symétrie translatoires qui vont être engendrés par ces éléments de symétrie directs, à savoir un axe hélicoïdal placé, il est parallèle à OZ bien sûr, il est placé ici et qui se répète à chaque demi-période. Il y a aussi un plan de glissement C qui est aussi placé à ce niveau-là et qui se répète à chaque demi-période.